Ah, la violence. Vaste question, très vaste question, qu'est celle de son usage. Car il est en effet des situations qui semblent bloquées, entravées de toutes parts, où corruption, lâcheté ainsi qu'oppression semblent régner en maître, et où quasiment aucun espoir de s'en sortir ne semble visible. C'est là, oui, c'est là que la violence apparaît à première vue comme une solution simple, une solution facile qui permette, en donnant un coup de pied dans la fourmilière, en renversant la table, d'émanciper d'un coup les opprimés et d'améliorer la société. Elle apparaît donc simple et émancipatrice. Enfin, du moins à première vue. Parce qu'en effet, est-elle réellement si simple et si libératrice que ça ? Suffit-il juste de renverser la table sur un simple coup de tête pour l'utiliser correctement ? N'y a-t-il aucun problème, aucun défaut à son usage ? Aucun effet collatéraux, aucune conséquence ? Comme vous vous en doutez, il y a beaucoup de problèmes, beaucoup de désavantages qui sont liés à son utilisation, en théorie comme en pratique, en termes de conséquences directes comme en termes d'effets collatéraux. Le but de cette vidéo sera donc de nous intéresser à ces problèmes, en restant toutefois concis parce que je ne souhaite pas que cette vidéo soit longue et chiante à en mourir. En revanche, nous allons quand même réfléchir à ces problèmes, et ensuite, c'est là que ça devient intéressant, essayer d'y trouver des solutions. Commençons donc maintenant. Premièrement, on peut se dire que la violence n'est pas super favorable à la réflexion, à réfléchir à trouver la meilleure solution aux problèmes constatés. Parce que lorsqu'on utilise la violence, on n'a pas vraiment le temps, car on est dans l'action immédiate, aller le plus vite possible. Car on est dans une situation de conflit, donc une situation explosive. Et tout ça, c'est opposé au calme requis pour réfléchir dans de bonnes conditions. Après, on peut se dire qu'on n'a qu'à réfléchir avant, tout simplement. Parce qu'en politique, il est toujours nécessaire de passer à l'action un jour ou l'autre. L'inaction est toujours mauvaise à long terme. On ne peut pas rester là, planté à réfléchir sans agir. Donc c'est pour ça que moi je dis, on réfléchit avant, savoir si c'est nécessaire ou non d'avoir recours à la violence, mais si c'est nécessaire, on le fait. Diantre, mais que me dites-vous là ? Appelez à la violence ! Mais c'est idiot, les gens n'accepteront jamais, parce que c'est suicidaire. Ils tiennent à leur petit confort, donc ils préféreront toujours les solutions pacifiques. Bon, certes, pour les situations usuelles, cela semble vrai, j'en conviens. Mais est-ce que cela l'est toujours au cours des situations révolutionnaires ? Non, tout simplement parce que cela ne peut plus être valable lorsque le petit confort en question est menacé, voire déjà perdu. Lorsque les gens sont opprimés, marginalisés d'une manière beaucoup plus forte qu'avant, lorsque la crise ou la mise à l'écart sont extrêmes. Donc quelquefois, les gens n'ont rien à perdre, ou tout du moins plus grand-chose, à avoir recours à la violence. Oh, mais même en situation extrême, on ne demande pas aux prolos de verser comme ça leur sang pour la sainte révolution. Parce que c'est eux qui décident, et pas les théoriciens qui commandent. Donc comme c'est eux qui décident, ils préfèrent toujours des solutions pacifiques, où ils ne se mettent pas personnellement en danger. Alors cela semble certes à nouveau vrai, mais là encore lorsque la situation n'est pas révolutionnaire. Lorsqu'elle l'est, on est dans une situation où on n'a plus vraiment le choix, ou lorsque tout le reste a échoué, c'est-à-dire lorsque les moyens pacifiques ou légaux ont échoué ou sont devenus impossibles. Donc quelquefois il est toujours des situations où ils ont plutôt intérêt à utiliser en dernier recours la violence, parce que c'est un peu tout ce qu'il leur reste, quoi. Oh, mais peu importe qui puisse le faire, vu que de toute manière l'usage de la violence mène au chaos, à la désorganisation. Parce que tout simplement il y a des explosions et la guerre de toutes parts, c'est-à-dire un échec de l'ordre, de toute organisation correcte. Alors ça, c'est seulement à première vue, vu que le conflit n'empêche pas forcément l'organisation. Notamment l'organisation en amont de celui-ci. De plus, avec une bonne méthode organisationnelle, on peut résoudre quelques problèmes liés au chaos et à la désorganisation. D'autant plus que l'auto-organisation du prolétariat permet de résoudre les problèmes liés aux organisations très hiérarchisées, de manière rigide avec des dirigeants bureaucrates coupés de la base, qui la trahissent, etc., etc. Mais bon, ça, on y reviendra beaucoup plus tard.
Mais même malgré cela, l'usage de la violence génère forcément un peu de chaos, c'est-à-dire un bordel favorable à l'opportunisme, aux trahisons à n'en plus finir. Parce qu'en effet, les opportunistes de ce genre tirent parti du chaos, parce que retourner sa veste est plus facile et plus efficace en situation instable. Bah là encore, on peut répondre qu'avec une bonne méthode organisationnelle, on peut limiter ce problème, on peut lutter contre. Et de même, elle permet aussi, comme on l'a dit plus haut, d'avoir moins de bordel, moins de chaos, donc moins de conditions favorables à l'opportunisme et aux trahisons à n'en plus finir. Bon, admettons qu'on arrive à s'organiser. Mais pourquoi faire? Dans quel but? Pour avoir des morts, des victimes, du sang, de la torture? Des êtres humains tués? C'est ça que vous voulez? Mais c'est l'horreur! L'usage de la violence à l'échelle des sociétés, ça donne des massacres de masse. C'est ça que vous voulez? Mais c'est encore pire. Attendez. Je n'ai jamais parlé de massacrer des millions de gens. Ce qu'il faut faire, c'est viser d'abord, en priorité, les ennemis de classe. Ceux qui nous attaquent, ceux qui font partie des classes profitantes du système actuel, qu'ils tiennent à défendre contre nous. Il faut s'attaquer aux parasites réels. Bien souvent, on les trouve d'abord en haut, au sommet, des hiérarques. Ou alors en bas qui nous attaquent depuis les égouts. Ensuite, il faut que la violence soit défensive, c'est-à-dire qu'on s'attaque à ceux qui nous attaquent, directement, à ceux qui font partie des ennemis de classe, notamment des classes profitantes, ainsi que les quelques vendus dangereux qui y sont liés. Donc il n'a jamais été question de massacrer la population. Mais bon, dans tous les cas, une bonne méthode organisationnelle sera nécessaire pour ne pas partir en couille, pour ne pas tomber dans des dérives qu'on souhaite initialement rejeter. Mais il reste encore plein de problèmes de toute manière, notamment les destructions à donf. En effet, l'usage de la violence implique qu'il y ait beaucoup de destruction. Ça arrive toujours, même si c'est pas voulu. En général, c'est le cas. Ah mais là encore, il est possible d'aller au moins limiter le problème, avec de bonnes pratiques de lutte. Notamment si la violence est d'abord défensive, pour éviter d'en faire trop, mais aussi si on utilise des méthodes révolutionnaires. C'est-à-dire si l'on attaque le capital au lieu de détruire les choses. Je rappelle en effet que le capital n'est pas une chose, mais un rapport social. Plus précisément, une manière de produire, une manière de s'organiser autour des moyens de production pour produire avec. Notre but est donc non pas de casser pour casser, mais de briser l'ordre capitaliste pour y substituer à la place une organisation supérieure. On peut d'ailleurs rappeler qu'il existe à ce sujet une dialectique entre une fin et les moyens de cette fin. C'est-à-dire que pour arriver à une fin déterminée, il faudra passer par certains moyens et pas d'autres, sans quoi l'on risquerait d'échouer à atteindre cette fin, voire même d'atteindre une fin opposée à celle voulue. Ainsi, insistons-nous beaucoup de notre côté sur les méthodes organisationnelles et de lutte. Mais le problème ne se limite pas aux destructions en tant que telles. En effet, le fait qu'il y ait beaucoup d'infrastructures détruites, une baisse durable de la production qui en découle et puis tout à reconstruire, signifie que l'ensemble de toutes ces destructions va causer un recul durable de la société. Alors il est certes vrai que l'usage massif de la violence tend effectivement à faire reculer la société. Il faut cependant répondre à cela que toute société finit toujours par atteindre ses limites, et que lorsque ces limites sont atteintes, il faut passer par une société supérieure. Or, l'ancienne société ne se laisse bien évidemment jamais remplacer mécaniquement, d'autant plus qu'elle devient de plus en plus oppressive sur la fin de son existence, si bien qu'il faut généralement utiliser la violence afin de renverser la société actuelle pour qu'advienne finalement la société supérieure. Donc, si l'usage de la violence cause certes des reculs sur le court terme, ces derniers sont parfois nécessaires pour mieux sauter, pour mieux progresser à long terme. Vous voulez toujours le truc parfait, mais ça se trouve, ça peut toujours échouer. Les idéaux seront dévoyés, il y aura des trahisons, si bien que votre truc il va échouer à réaliser ses buts. Alors il faut déjà savoir de quel but on parle. Parce que s'il s'agit des buts voulus, des buts qui ont été assignés par les leaders, les participants, etc., là oui, ça peut échouer, effectivement, je suis d'accord. Alors qu'en revanche, les buts véritables ne sont quant à eux jamais trahis. Ces derniers n'étant en effet pas déterminés par de vulgaires idées, mais par les conditions socio-matérielles des sociétés qui les ont vus naître.
Mais malgré cela, il reste encore un problème ultime. Pourquoi, en effet, utiliser la violence alors qu'on a déjà les institutions ? En effet, celles-ci nous donnent déjà des moyens légaux pour revendiquer et agir. Alors qu'en face, l'usage de la violence est juste bon à justifier la répression via l'émergence de mouvements qui resteront de toute manière marginaux, minoritaires, et qui s'attireront donc les foudres de la majorité de la société. Et pendant ce temps, les gens ont besoin et croient dans les institutions, parce qu'ils en ont besoin au quotidien pour la gestion de la société. Oh, mais ça, encore une fois, ça n'est valable qu'au cours des situations usuelles. Parce qu'en effet, le problème est que les institutions ne sont pas toujours fonctionnelles. Pourquoi cela ? Eh bien, parce que loin d'être neutres, loin d'être situées au-dessus des classes, elles sont au contraire mêlées aux conflits de classes, et sont généralement accaparées par les classes profitantes de la société qu'elles ont à gérer. Les classes profitantes, parce qu'elles sont plus puissantes que les autres classes, vont de facto pouvoir s'accaparer ces institutions et donc les utiliser pour gérer et défendre la société dont elles profitent, quitte à ce que cela signifie aussi défendre et maintenir les contradictions de la dite société. Or, ces contradictions, notamment celles entre les forces productives et les rapports de production, causent des crises à intervalles réguliers. Et de plus, si les institutions peuvent gérer les rapports sociaux, elles ne peuvent pas les remplacer, les transformer à elles seules. D'où le fait qu'elles peuvent certes chercher à lutter contre les contradictions des sociétés qu'elles gèrent, mais sans jamais pouvoir les résoudre à elles seules à la racine. Ainsi, les institutions sont quelquefois inaptes à gérer correctement les crises, voire à les gérer tout court, si ce n'est quelquefois les aggravent. Elles peuvent alors se retourner contre la majorité de la population, qui devra du coup lutter contre elles. Elle devra lutter contre elles, mais aussi lutter elle-même contre les contradictions de la société que les institutions sont incapables de résoudre. Pour résoudre ces contradictions, il faudra dépasser la société actuelle et atteindre une société supérieure. Et comme on l'a vu auparavant, cela ne se fait jamais sans opposition. C'est alors que la violence se retrouve dans ce cas-là nécessaire et inévitable. Avant de conclure, nous pouvons déjà réfléchir à la question du déterminant principal des solutions. Viennent premièrement à l'esprit les bonnes pratiques de lutte, parce qu'on a en effet vu au cours de cette vidéo que si l'on veut arriver à nos fins, il faut adopter certaines pratiques de lutte et pas d'autres. Mais on remarque ensuite que la méthode organisationnelle revient plusieurs fois. Celle-ci est en effet importante dans la mesure où la forme organisationnelle et le fonctionnement interne conditionnent la présence ou non de dérives ainsi que les pratiques de lutte qu'on veut adopter. Donc pas de bonne pratique de lutte sans bonne méthode organisationnelle en amont. Il faut cependant savoir que la forme organisationnelle est elle-même conditionnée par la composition de classes de l'organisation, vu qu'en effet chaque classe sociale a ses propres formes organisationnelles associées. Une forme organisationnelle prolétarienne suppose donc une composition prolétarienne de l'organisation. Les institutions déficientes des vieilles sociétés à dépasser sont d'ailleurs elles-mêmes aux mains des classes profitantes, c'est-à-dire des classes ennemies. Cependant, ces classes ne sont elles-mêmes pas issues de nulle part. En effet, chaque classe sociale d'une société donnée est issue des rapports sociaux, plus précisément des rapports économiques, qui caractérisent la société en question. Des rapports sociaux qui sont eux-mêmes à la base des institutions qui sont censées les gérer. Les bonnes pratiques de lutte, les bonnes méthodes organisationnelles et les bonnes compositions de classes de nos organisations sont donc conditionnées aux rapports sociaux que l'on noue à l'intérieur. Des rapports sociaux qui doivent, dans notre cas, constituer les germes des rapports sociaux de la société supérieure à venir. Tout rapport social apparaissant au sein de conditions matérielles déterminées, en premier lieu desquelles l'environnement naturel et surtout l'ensemble des forces productives de la société, on peut donc en conclure que la base, que le fondement de notre réflexion se situe au niveau des conditions socio-matérielles. Ces conditions socio-matérielles étant à la base de tout le reste, dans notre problématique, c'est donc celles-ci qui sont les plus importantes. Et on a d'ailleurs vu que c'est lorsque ces dernières deviennent explosives, oppression, domination, perte du petit confort, blocage, crise plus violente que d'habitude, que ce qui était faux en temps normal
devient finalement vrai. C'est-à-dire que l'usage de la violence à éviter en temps normal devient finalement nécessaire et inévitable. Même s'il ne s'agit que de se défendre contre ceux qui tiennent à ce que rien ne change et qui réprimeront tous ceux qui tenteront de trop faire changer la société à leur goût. En conclusion, la violence n'est donc pas un prérequis absolu. C'est-à-dire que tant qu'on a le choix, il vaut mieux éviter d'y avoir recours. En revanche, lorsque les conditions socio-matérielles deviennent explosives, c'est-à-dire lorsqu'on entre en situation révolutionnaire, elle devient nécessaire et inévitable. Ce sera alors à nous de faire collectivement en sorte qu'advienne le dépassement révolutionnaire de la vieille société actuelle.